totalité n'a jamais eu la primeur de voir le procureur général près des chambres africaines extraordinaires ici présent, qui est un personnage central dans ce dossier-là. Nous vous remercions donc de votre présence malgré la grève dans l'enceinte de l'université. Ça témoigne de votre intérêt pour ce dossier. Il s'agit d'un débat public, donc qui dit débat dit échange. Donc ce n'est pas un cours magistral, on ne peut pas être les seuls à parler. On attend vraiment vos retours, vos échanges, vos questions, vos interrogations sur ce dossier. Alors pour débattre de ce dossier-là, on a plusieurs experts autour de la table. On va y revenir. Je pense que je vais d'abord laisser la parole à M. Missane Ngom, qui est le directeur de l'UFR de sciences juridiques et politiques. C'est sciences juridiques et politiques que vous avez ici, donc qui va nous souhaiter le... Merci, Nian. Qui va dire un mot de bienvenue. Et après, le débat sera modéré par M. Mohamedou Nian de l'UFR et par moi-même. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole au professeur Missane Ngom pour dire un mot de bienvenue. Missane, vous avez la parole. Merci beaucoup. Les chambres africaines extraordinaires, monsieur le secrétaire général de l'Université Gaston Berger, mesdames, messieurs, les membres du consortium de sensibilisation sur les chambres africaines extraordinaires, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, je voudrais, au nom du recteur, professeur Baïda Kane, absent du territoire national, souhaiter la bienvenue à la délégation des chambres africaines extraordinaires et du consortium de sensibilisation sur ces chambres à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le recteur m'a chargé de vous exprimer tout le plaisir et la joie que nous avons de vous accueillir à Saint-Louis. Nous vous remercions vivement d'avoir choisi l'UGB pour abriter ce débat public sur une question d'une actualité brûlante qui projette sur notre pays les regards de tous les Africains et au-delà ceux du monde. Cette question dont nous allons discuter ce matin, ce sont les poursuites contre Hissène Habré, communément appelé le procès Habré. Mesdames, Messieurs, pour la première fois en Afrique, un ancien chef d'État fait l'objet de poursuites pénales dans un pays autre que le sien, pour des faits ayant eu lieu au cours de son temps d'exercice du pouvoir. Monsieur Habré, président de la République du Tchad de 1982 à 1990, est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture. La nouveauté de la question a conduit à imaginer des solutions originales. En effet, après de longs atermoiements et une diversité de procédures engagées ça et là pour traduire M. Habré devant les juridictions, la décision a été retenue de le juger au Sénégal, en Afrique, au Sénégal particulièrement, pays qui lui avait accordé l'asile. En ma qualité de directeur de l'UFR de sciences juridiques et politiques, la question m'interpelle et interpelle mes collègues enseignants-chercheurs au premier chef. C'est la raison pour laquelle j'ai, sans hésiter, marqué mon accord pour que l'UGB puisse accueillir ce débat public. Il nous donne en effet l'occasion de rencontrer et de discuter avec des acteurs directs de cette procédure. Comme vous l'avez dit, M. Lo, nous avons la chance d'avoir avec nous le procureur général des chambres africaines extraordinaires. Le sort réservé au président Habré soulève pour nos juristes et politistes des questions nouvelles. Je voudrais en citer quelques-unes, sachant que les panélistes reviendront largement sur elles et sur d'autres. Pourquoi a-t-on décidé de juger Habré au Sénégal? En quoi consistent les chambres africaines extraordinaires? Quel est leur champ de compétences? Quelle est la légitimité de cette procédure? Qui finance ces chambres? Qu'en est-il des autres membres du cercle d'influence de Habré lorsqu'il était au pouvoir? Sont-ils jugés en même temps que lui ou le seront-ils plus tard ou jamais? Quoique ces questions méritent réponse. Quel est le rôle du Tchad et de son président dans cette procédure? Il fut, ne feignons pas de l'ignorer, l'un des commandants en chef de l'armée de Habré. Et enfin, où en est cette procédure? À quand l'instance? Combien de temps va-t-elle durer? Et comment faire avec des témoins qui ne vivent pas au Sénégal? On peut le constater donc, nous vivons dans l'histoire en marche,
Une histoire qui, au plan juridique et politique, nous met en face d'une figure juridictionnelle nouvelle et de schémas politiques nouveaux. Nous, nous devons de nous y intéresser et d'y intéresser nos étudiants. En ce qui me concerne, j'attends les réponses avec impatience. Aussi, sans plus tarder, je voudrais donner la parole aux panélistes pour qu'ils puissent nous éclairer. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais préciser juste 2 ou 3 choses. Ce que c'est que ce consortium de sensibilisation qui est censé faire le travail auprès du tribunal spécial que sont les chambres africaines extraordinaires. Vous savez, au niveau du tribunal, il y a une cellule de communication qui travaille pour ce tribunal. Nous, notre rôle, ce n'est pas cela. On est en charge de la sensibilisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce tribunal qui est à Dakar, avec des magistrats chevronnés, des spécialistes qui viennent de différents horizons, le travail ne doit pas rester entre les murs de ce tribunal-là. Comme c'est Franck Petit, il reviendra là-dessus. Maintenant, la tendance dans ce type de procès, c'est de dire de quoi il s'agit. Notre rôle, nous, en tant que consortium, c'est de sortir le tribunal de ces murs, de l'amener au Tchad, où les principaux concernés sont, les victimes sont des Tchadiens, les accusés sont Tchadiens, mais ils sont à 7000 km de Dakar. Il faut qu'ils soient informés de ce dossier-là. Nous, notre rôle, c'est d'aller sur place, de leur expliquer le tribunal, les différentes composantes du tribunal, les différentes étapes à venir, la procédure, c'est quoi le rôle de la défense, c'est quoi le rôle de la partie civile, qu'est-ce qu'ils sont en mesure d'attendre de ce tribunal-là, etc., etc. C'est ça notre rôle. Aller au Tchad, par exemple, parler aux Tchadiens, les rencontrer, leur expliquer. Faire ce même travail au Sénégal. Parce que beaucoup de gens suivent le dossier, mais sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Notre rôle, c'est de leur expliquer de quoi il s'agit. C'est quoi ce tribunal, qui sont les parties prenantes, qui est derrière, comment ça marche, quelles sont les étapes à venir. On le fait au Tchad, on le fait au Sénégal, on le fait ailleurs en Afrique et dans le monde. Et il y a 3 cabinets qui sont réunis pour faire ce travail-là. Le cabinet que je dirige qui est à Dakar, Primum Africa Consulting. Un autre cabinet qui est au Tchad, Magie Communication et Presse, qui est dirigé par quelqu'un qui a exactement le même profil que moi, qui a fait son doctorat en sciences politiques en Belgique, qui est tchadien, donc qui est chargé de mettre en application ce que nous faisons ici au niveau de Dakar. On va régulièrement au Tchad avec le procureur, avec d'autres, pour travailler sur place. Et il y a une 3e organisation qui s'appelle RCN Justice et Démocratie, qui est en Belgique, qui est censée faire le travail en Europe et en dehors du continent. Donc ce sont ces 3 entités-là qui sont mises ensemble en consortium pour faire ce travail de sensibilisation, qui n'est pas un travail de communication, ce n'est pas la même chose. Et nous sommes 4 experts à travailler sur ce dossier-là. On va les présenter au fur et à mesure qu'ils vont prendre la parole. Mais le 4e expert est Gilbert Maonodoji, qui est tchadien, qui est au Tchad, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Les 3 autres sont Franck Petit, expert en communication, moi-même expert en sciences politiques, et Hugo Moudiki Diomwe, qui est expert en droit pénal international. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Hugo Diomwe, qui est l'expert en droit pénal international du consortium de sensibilisation sur les chambres africaines extraordinaires, parce qu'on se dit des chambres. Hugo a travaillé comme coordonnateur du programme Mémoire de procès des procès du génocide au Rwanda pour Avocats sans frontières. Il a notamment réalisé divers outils didactiques à destination des praticiens rwandais du droit et il a donné des formations aux acteurs judiciaires au Rwanda et au Burundi. Toujours pour Action Avocats sans frontières, Hugo Diomwe a exercé les fonctions de chef de mission au Rwanda où il a élaboré un manuel de formation aux juridictions Gachacha, un manuel de formation des formateurs. Enfin, M. Diomwe a exercé la fonction de directeur d'Avocats sans frontières en France pendant 6 années, où il a été en charge de l'élaboration et de la gestion de la politique de communication interne et externe. Et à ce titre, il a coordonné l'intervention d'Avocats sans frontières France dans la sensibilisation des populations au procès des Khmers rouges au Cambodge. Il est l'auteur de plusieurs études et ouvrages, dont une étude sur le statut du tribunal spécial pour la Sierra Leone. Donc c'est quelqu'un qui connaît sa matière. En tant qu'avocat, en tant qu'ancien directeur d'Avocats sans frontières, ayant travaillé sur les juridictions spéciales du Rwanda et du Cambodge. Donc c'est notre expert en droit pénal international dans ce consortium-là, qui est constitué de plusieurs experts. Monsieur Hugo Diomwe, vous avez la parole. On essaiera, comme je le disais, d'être bref dans nos interventions pour permettre les échanges. Je vais emprunter. Ça un peu plus fort, merci. Je peux prendre celui-là? Oui, vas-y. Merci, Monsieur Lo, et je voudrais à mon tour dire merci au professeur Ngom pour son mot de bienvenue.
vous dire également à toutes et à tous le sentiment que j'ai de vous rencontrer ce matin pour échanger sur cette question du procès Habré. Le micro, il est ouvert? Celui-ci? Ça va. Non, les deux marchent, il faut juste qu'il lève la voix. C'est moi, ça marche? Merci. Donc, mes salutations à toutes et à tous. Oui, la question c'est de répondre pourquoi au Sénégal. Avant cela, je voudrais dire que c'est une question tout à fait légitime, puisque M. Habré, dont nous parlons, n'est pas sénégalais, même si il peut avoir une famille sénégalaise par alliance. Les victimes dont nous parlons ne sont pas, pour l'essentiel, sont pas sénégalaises. Et les faits dont nous parlons ne se sont pas passés au Sénégal. Donc c'est une question tout à fait légitime. J'imagine que beaucoup de personnes au Sénégal se la posent. Comment se fait-il que cette affaire se déroule chez nous? Qu'avons-nous à faire dedans? Je pense que c'est une question légitime que les Sénégalais se posent. Je voudrais ici essayer de vous donner une réponse qui, vu mon domaine, ne peut être que juridique. Évidemment, elle ne peut peut-être pas se suffire à elle-même et que des approches, d'autres approches peuvent tout à fait intervenir. Mais d'un point de vue juridique, donc strictement juridique, on peut retenir, à mon avis, au moins 3 raisons pour lesquelles cette affaire, ce procès, en quelque sorte, se déroule au Sénégal. Ces 3 raisons sont à la fois les questions de compétence, donc liées aussi à la présence de celui qui est hier encore été inculpé et maintenant accusé, Hissène Habré, au Sénégal. En deuxième lieu, l'obligation qu'a l'État du Sénégal de tenir un certain nombre d'engagements au plan international, des engagements à partir des traités signés. Et en troisième lieu, quelque chose qui est en lien avec le juridique mais s'éloigne un peu, c'est tout un travail qu'on pourrait qualifier plutôt d'ordre diplomatico-judiciaire. En premier lieu, j'imagine qu'il y a beaucoup qui sont plutôt étudiants en droit dans la salle. En premier lieu, la présence de M. Habré au Sénégal. Vous vous rappelez que, comme ça a été dit, M. Habré a été chef de l'État au Tchad, donc de 1982 à 1990, et qu'à la chute de son régime le 1er décembre 1990, il y a eu quelques moments de passage au Cameroun et ensuite l'arrivée donc en exil ici au Sénégal et que depuis cette date, il est présent au Sénégal. Qu'est-ce que ça évoque d'un point de vue juridique? Ça évoque, ça bouleverse quelque chose que nous apprenons tous au début de nos études en droit, qui est que la compétence est territoriale. Hein? Dès le début de nos études en droit, nous apprenons que la compétence est territoriale. Elle est tellement territoriale que même à l'intérieur d'un pays, il y a encore une subdivision qui fait que pour des faits qui se déroulent
à Saint-Louis, on ne va pas aller à Ziguinchor, par exemple. Donc, il y a cette règle de base que nous apprenons tous, qui est la compétence territoriale. Règle qui elle-même a connu dans l'évolution, a connu quelques assouplissements avec deux formes de compétences liées à la personne. La compétence personnelle, qui peut être active, un État demandant à connaître des faits commis par l'un de ses nationaux à l'étranger, qui peut être passive, l'État demandant à connaître des faits commis sur ses nationaux à l'étranger. Mais jusque-là, on est encore dans un lien assez étroit entre les faits et les personnes concernées. Il a fallu du temps dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire juridique pour faire évoluer la règle de la compétence territoriale pour arriver désormais à ce qui se répand aujourd'hui, mais qui n'était pas une évidence, à la compétence universelle. C'est quoi la compétence universelle? Pour faire simple, la possibilité que les États se donnent à travers des conventions, ce n'est pas une invention personnelle du moins séparée d'un État, la possibilité que les États se donnent à travers des conventions de connaître de certains faits, pas de tous, de certains faits qui se sont déroulés à l'étranger, sur des étrangers ou contre des étrangers, commis par des étrangers, sur un territoire étranger. Donc, les États conviennent pour un certain nombre de faits, de crimes, que pour ces crimes-là, quel que soit le lieu de leur commission, la nationalité de leurs auteurs, la nationalité des victimes, qui leur est extérieure, ces États peuvent être compétents. Il n'y a pas, pour ce qui concerne les crimes dont nous parlons, il n'y a pas une multitude. C'est essentiellement crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité, la torture. Donc, les États conviennent qu'au regard de la gravité de ces faits, conçus comme touchant la conscience de l'humanité tout entière lorsqu'ils sont commis, ils ne sont pas simplement commis à l'égard des victimes, mais à l'égard de l'ensemble de la communauté humaine. Et pour ces faits, les États conviennent de ce qu'ils doivent pouvoir être tous compétents, même si les faits, le lieu de commission et les auteurs, les victimes leur sont étrangers. Donc, pour cette raison, cet assouplissement, du moins cette dérogation à la territorialité est importante. Et elle induit le fait que Hissène Habré se trouvant au Sénégal, les victimes tchadiennes aient pu saisir la justice sénégalaise dans un premier temps. Et c'était notamment en 2000. Le 26 janvier 2000, il y a eu les premières plaintes ici au Sénégal. Après qu'au Tchad même, il y a eu des plaintes, que rien n'est avancé. Même si au Tchad, il faut reconnaître qu'il y a eu une commission d'enquête mise en place dès décembre 1990, donc dès la chute de M. Habré, et que cette commission a rendu un rapport en 1992, rapport qui recommandait justement de poursuivre M. Habré et ses complices sur deux aspects, les crimes de sang et les détournements de biens publics, de deniers publics, ce qui n'a pas été suivi des faits. Donc les victimes tchadiennes, légitimement, au regard du droit, avaient donc cette possibilité de saisir la justice sénégalaise, ce qui a été fait donc le 26 janvier
2000. Vous savez qu'il y a eu des péripéties ici au Sénégal. M. Habré a été inculpé et par la suite, il y a eu une décision de la Cour d'appel confirmée par la Cour suprême disant que le Sénégal ne pouvait pas le poursuivre parce que les faits ne s'étaient pas déroulés au Sénégal. Toujours est-il que le Sénégal, et là je vais arriver donc au deuxième aspect, toujours est-il que le Sénégal, qui avait ratifié la Convention de lutte contre la torture, se trouvait par le biais de cette convention appelé à tenir un engagement qui est celui d'appliquer la convention avec un corollaire important qui est celui du devoir, de l'obligation de juger ou d'extrader. Aut dedere, aut judicare, le Sénégal avait l'obligation soit de poursuivre Hissène Habré ou de l'extrader. Et d'ailleurs, les victimes tchadiennes, une fois que la justice sénégalaise a dit qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis parce que les faits ne se sont pas passés au Sénégal, se sont tournés vers un autre pays, la Belgique. Des Tchadiens, des personnes d'origine tchadienne devenues belges, qui pouvaient donc satisfaire à la loi de compétence universelle en Belgique, ont saisi la justice belge. La justice belge, après son enquête, a inculpé Hissène Habré et le juge d'instruction a également fait émettre des mandats d'arrêt et de demande d'extradition de Hissène Habré du Sénégal vers la Belgique. On arrive donc là à un deuxième élément important sur l'obligation du Sénégal de répondre, de satisfaire à ses engagements internationaux. Et Hissène Habré a été arrêté ici au Sénégal suite à cette demande d'extradition et après la justice sénégalaise s'est déclarée incompétente pour connaître de ces demandes d'extradition. La Belgique a saisi la Cour internationale de justice. La Belgique étant signataire de la Convention de lutte contre la torture, comme le Sénégal est signataire, a donc accréé le Sénégal devant la Cour internationale de justice pour faire constater que le Sénégal ne satisfaisait pas à ses engagements au regard de la Convention et d'enjoindre donc au Sénégal de satisfaire à ses engagements. Tous les États qui signent la Convention s'engagent à poursuivre les personnes qui se trouveraient sous leur territoire et qui seraient donc accusées d'avoir commis des faits visés par cette Convention. Le Sénégal ne l'ayant pas fait, il y a eu toute la procédure devant la Cour internationale de justice et au final, la Cour internationale de justice a constaté qu'il y avait un manquement de l'État du Sénégal et a demandé à l'État du Sénégal soit, du moins, d'extrader Hissène Habré vers la Belgique à défaut de le juger. Donc de satisfaire à son obligation qui est soit d'extrader Hissène Habré en Belgique, soit de le juger. Et donc là, on est dans la deuxième raison qui peut justifier cette affaire au Sénégal, c'est que le Sénégal avait de toute façon l'obligation soit d'extrader Hissène Habré, soit de le juger. À partir du moment où il ne l'extradait pas, il était tenu, au regard de ses engagements internationaux, à juger Hissène Habré. Troisième et dernier élément pour terminer, ce que j'appelle la partie diplomatico-judiciaire, en ce sens que le Sénégal n'a pas extradé, du moins on a vu qu'il n'extradait pas Hissène Habré, mais en même temps n'avait pas mis en place une procédure pour juger. Du moins, la première qui avait été mise en place avait été déclarée infructueuse. Le Sénégal s'est donc tourné, c'est le Sénégal qui s'est tourné
vers l'Union africaine. Et ça, c'est un point important qui, pour moi, n'est pas un détail. L'Union africaine ne s'est pas auto-saisie. Elle a été saisie par le Sénégal pour avoir une conduite à tenir en disant « Nous avons un ancien chef d'État africain, nous ne voulons pas l'extrader en Belgique, que pouvons-nous faire ?» L'Union africaine a mis en place un comité d'experts qui devait proposer des mesures, qu'est-ce qui pouvait être fait. Comité d'experts qui a proposé ce qui est devenu une résolution de l'Union africaine, que Hissène Habré soit jugé au Sénégal au nom de l'Afrique, que le Sénégal juge Hissène Habré au nom de l'Afrique. Et qui, dans ses travaux, est donc arrivé à proposer la création des chambres africaines extraordinaires. Chambres africaines extraordinaires qui vont donc faire l'objet d'un accord traité international entre l'État du Sénégal et l'Union africaine, signé le 22 août 2012. Mais vous savez qu'il y a eu encore d'autres péripéties, puisque le Sénégal, mettant ses lois en conformité par rapport aux conventions internationales, conventions de répression du génocide, de crimes contre l'humanité, des conventions de Genève, s'est heurté, du moins il ne s'est pas heurté, il a mis en œuvre, mais la défense de M. Habré a saisi la Cour régionale, la Cour de la CEDEAO, qui a également des compétences en matière de protection des droits de l'homme. C'est une cour communautaire, bien sûr pour les affaires communautaires, mais également qui a une compétence en matière de défense des droits de l'homme, de protection des droits de l'homme. Donc, la défense de M. Habré a saisi cette cour, indiquant que le Sénégal, avec les lois qu'il était en train d'adapter, allait commettre une violation de la règle de la non-rétroactivité de la loi pénale pour le juger. La Cour de la CEDEAO saisie a constaté que potentiellement il pouvait y avoir une violation des droits de M. Habré par l'application de ces lois, mais a également interprété le mandat donné par l'Union africaine au Sénégal comme étant le mandat de mettre en place une instance à caractère international pour juger Hissène Habré, étant entendu que si on ne pouvait pas faire une rétroactivité de la loi pénale, en même temps, il était essentiel que les crimes qui, du moins, supposés avoir été commis, soient connus par la justice. Et les deux arguments viennent d'un même texte. C'est l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Vous avez l'alinéa 1 avec le principe de la non-rétroactivité et l'alinéa 2 qui dit tout de suite qu'en aucun cas ceci ne peut être une justification, un obstacle à des poursuites contre une personne qui aurait commis des crimes entendus comme ou des faits entendus comme criminels par l'ensemble des nations. Donc, vous avez les mêmes dispositions, les deux dispositions dans le même article, et donc, sur cette base-là, on pouvait donc mettre en place une procédure pour connaître des faits commis au Tchad. Donc, après cette étape-là, on arrive donc logiquement à ce que la voie est dégagée pour connaître des faits qui se sont passés au Tchad de 82 à 90. Voilà les raisons que je peux, au moins les croix, que je peux avancer pour vous expliquer pourquoi le Sénégal n'avait pas, à mon sens, d'autre choix que d'appliquer le droit, celui de juger ou d'extrader. Merci. Merci, monsieur.
Aujourd'hui, il est consultant indépendant. Il est engagé dans plusieurs missions, toutes construites autour de la promotion de la démocratie, de la paix, de la vulgarisation de la justice. Il va ce matin, dans le cadre de son intervention, parler de la perception du procès Hissène Habré au Sénégal. Monsieur Lo, vous avez la parole. Merci. Informés au même titre que nous, qui avons eu la chance de faire des études. Ce qu'on sait, ils le savent. Maintenant, la grille d'analyse peut être différente, selon le background des uns et des autres. Mais tout le monde est au même niveau d'information. On a une société civile qui est jalouse de son indépendance. Donc, tous nos chefs d'État ici ont eu à connaître des frondes, des refus et des contestations. Les gouvernements successifs se sont heurtés à un front social en ébullition. Donc on a une société civile très forte, très engagée, qui est indépendante, qui n'aime pas ce qu'on lui dicte les choses, qu'on lui dit c'est ça qu'il faut croire. Ça, c'est valable pour la presse, c'est valable pour vous, c'est valable pour nous. Ça, c'est l'historique du Sénégal au niveau de la société civile. Maintenant, ça a une conséquence sur le dossier Habré, cette brève analyse que j'ai faite de la société civile, parce que les gens se sont posé des questions. Pourquoi maintenant? Les faits se sont déroulés il y a plus de 22 ans. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on en parle? Les gens se demandent pourquoi l'ancien homme d'État de l'Occident, parce qu'il était soutenu à l'époque par les États-Unis et la France, pourquoi est-il devenu un pestiféré? Les Sénégalais se demandent également pourquoi est-il le seul à être poursuivi. Ils se demandent pourquoi le Tchad finance-t-il le procès. Ils se demandent qu'est-ce que ça rapporte au Sénégal, qu'est-ce que ça lui coûte également, est-ce que cela changera le comportement de nos chefs d'État si jamais celui-ci est condamné en terre africaine? Est-ce qu'ils vont être plus prudents dès à présent, de se dire qu'on ne peut plus tout se permettre? Attention, il y a une justice qui peut nous rattraper en Afrique, et non plus au niveau de la CPI, etc. Mais ici même en Afrique, on peut être jugé par des Africains. Est-ce qu'ils vont s'accrocher au pouvoir s'ils ont le sentiment que la justice pénale internationale peut les rattraper? Et dans cet ensemble de questions, il y a deux lignes qui se dégagent, d'après l'analyse que j'en ai. Il y a ce que j'appelle la ligne de défense, des gens qui sont carrément pro-Habré. C'est-à-dire certains médias, certains universitaires et certains religieux qui ont une position de principe ou d'idéologie. Pour certains, c'est le panafricanisme, c'est-à-dire que Habré est un héros africain qui a tenu tête à la Libye, etc. Donc, ils ont ce sentiment, cette sympathie qu'ils ont vis-à-vis de ces anciens héros de guerre qui a tenu tête aux Blancs, parce que les Arabes sont des Blancs. Donc, quelque part, c'est cette notion de panafricanisme qu'on a vu chez certains universitaires, que j'ai lu dans la presse, certains hommes de médias, etc., ont cette position panafricaniste. Ça se justifie ou pas, ça c'est autre chose. Il y a pour beaucoup un prolongement dans le dossier Habré de la lutte anticolonialiste. Et enfin, il y a également pour beaucoup de Sénégalais le principe de la teranga sénégalaise. Il est là depuis 90, il a pris une femme sénégalaise, il est parmi nous, pourquoi maintenant le juger? Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un argument. La justice n'en a que faire de ça, bien évidemment, mais pour certains Sénégalais, notamment nos voisins de Ouakam à Dakar, où Habré a une maison, a pris une épouse, fait partie intégrante de cette société ouakamoise-là, parce qu'il a eu à supporter le club de Naveta, le club de football, etc. Et ce sentiment d'appropriation de quelqu'un qui est parmi nous. Donc on ne livre pas un étranger qui est parmi nous. Là où la justice dit, moi j'en ai cure, il est accusé, il faut qu'il vienne répondre. La ligne de défense également, d'autres ont une position en faveur d'Habré parce qu'ils ont une position intéressée, disons rémunérée, payée, parce que M. Habré est venu avec beaucoup d'argent au Sénégal. Donc certains en tirent profit, bien évidemment. Il y a ce que j'appelais tantôt également une position de solidarité, de voisinage. C'est notre voisin, voilà, on le défend malgré tout. Et surtout, il y a parmi ceux qui le défendent, beaucoup ont une profonde méconnaissance des faits qui sont reprochés à M. Hissène Habré. Parce que les gens découvrent, ah bon, il a fait ça. Parce qu'ils le défendent par principe sans savoir réellement ce qui lui est reproché. Peut-être que le procureur va revenir sur ça. Mais quand ils apprennent ce qui lui est reproché, la ligne de défense change, elle bouge. Donc ça, c'est parmi ceux qui défendent Habré. De l'autre côté, il y a une ligne que j'appelle la ligne d'appui. Ceux qui appuient la procédure, le tribunal, la demande de justice. Et parmi ceux-ci, les arguments avancés sont il faut qu'il y ait une fin de l'impunité en Afrique. Nous ne sommes pas des sujets de nos leaders, de nos chefs politiques, de nos leaders politiques. Nous sommes des citoyens comme eux. On est sur un même pied d'égalité. Ils ont beau être chefs d'État, ils ne peuvent pas faire de nous ce qu'ils veulent. Ils se disent que nul n'est au-dessus de la loi, fut-il chef d'État. Ils se disent que nos chefs d'État doivent comprendre que nous sommes des administrés et non pas des sujets sur qui ils ont droit de vie et de mort.
Pour certains, ce procès aura une vertu pédagogique. Ça servira de leçon à d'autres. Pour d'autres, il y a ce sentiment de fierté d'une justice africaine, purement africaine. C'est-à-dire que les accusés sont des Africains, les victimes sont des Africains, les juges sont en Afrique et le procès se tient en Afrique. C'est une première mondiale. Tous nos anciens chefs d'État qui ont eu maille à partir avec la justice pénale internationale se sont retrouvés de l'autre côté. Pour la première fois, un procès d'un ancien chef d'État africain se tiendra sur le territoire africain avec des juges africains. Donc, il existe un antagonisme fort au niveau de la société civile sénégalaise, ceux qui soutiennent Habré pour les raisons que j'ai évoquées et ceux qui sont pour le procès pour les raisons que j'ai évoquées également. Donc, très brièvement, de façon à ramasser, c'est ce que je voulais dire, parce que je pense qu'ici, vous êtes surtout venus pour entendre le procureur de la République et échanger, poser toutes les questions que vous êtes en droit de poser sur ce dossier-là. Mais globalement, c'est la lecture que j'ai de la société sénégalaise sur ce dossier-là, une société divisée profondément sur ce dossier. On n'est pas neutre sur ce dossier-là. Les gens sont soit éprouvent une sympathie pour Habré, pour des raisons que j'ai avancées, ou bien ils sentent qu'il faut une justice pour que ce qui s'est passé avec Habré au Tchad ne se répète plus. On parle de milliers de morts, etc., de tortures, que ça ne se tienne plus. Franck, ne t'inquiète pas, je pense que c'est toi qui va prendre la parole après moi. D'accord. Et avant de passer la parole au procureur, donc Franck Petit va plutôt parler, parce que je vous dis que notre consortium fait un travail de sensibilisation. Il va vous expliquer ce que c'est en détail, ce que c'est que la sensibilisation et comment ça s'est déroulé dans d'autres juridictions d'exception, comment ça s'est passé ailleurs, à ne pas confondre avec la communication. Alors Franck Petit est journaliste, il est l'expert en communication du consortium de sensibilisation sur les chambres africaines extraordinaires, comme M. Hugo Diomé est l'expert en droit pénal international et moi l'expert en sciences politiques. Donc on a une complémentarité interdisciplinaire. Franck Petit a travaillé pour l'organisation Reporters sans frontières et comme correspondant au tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, pour plusieurs publications. Il a exercé les fonctions de directeur pour International Justice Tribune et de chef de projet pour le Centre international pour la justice transitionnelle, ICTJ, dans le cadre du programme Communiquer sur la justice, en collaboration avec la BBC World Service et pour BBC Media Action. Enfin, il a effectué plusieurs missions. Non, il a ensuite travaillé pour Radio Netherlands Worldwide et pour BBC Media Action. Enfin, il a effectué plusieurs missions en tant que formateur ou consultant pour les organisations RCN Justice et Démocratie et Hirondelle. Il est l'auteur de plusieurs rapports et notamment d'un rapport sur la sensibilisation de la Cour pénale internationale rédigé par ICTJ, un rapport qui s'intitule « Sensibilisation à la CPI en RDC, sortir du profil bas ». Donc c'est un journaliste spécialisé sur ces questions-là. C'est pour ça que nous l'avons pris pour nous accompagner dans ce processus de sensibilisation auprès des chambres africaines extraordinaires. Franck, vous avez un quart d'heure pour éclairer un peu l'opinion sur ce travail de sensibilisation et comment ça s'est passé sous d'autres cieux. Merci. Bon, merci Abdou, merci à tous d'être présents. Finalement, on a du monde malgré les grèves, donc c'est une très bonne nouvelle. Comme vous l'avez compris et comme le procureur va le détailler tout à l'heure, l'actualité aujourd'hui, c'est cette ordonnance de renvoi en procès d'Hissène Habré qui a été prononcée donc vendredi dernier, le 13 février 2015, et qui est très importante parce que on sort d'une phase qui était la phase d'enquête, d'instruction dans cette affaire, pour rentrer dans une deuxième phase, qui est la phase de procès, et qui est la phase qui va vous intéresser, et qui va intéresser tous les publics. Donc je vais essayer de vous décrire les principaux enjeux pour nous en termes de sensibilisation de façon assez rapide, et surtout, n'hésitez pas, comme on l'a déjà dit, c'est un débat, donc à poser des questions, peut-être pas tout de suite, mais ensuite après l'intervention du procureur, si vous voulez plus de détails concernant les choses que je vais peut-être un peu survoler. La première chose donc il faut comprendre, c'est que d'ici à 10 mois, on va avoir un jugement dans cette affaire, c'est en tout cas le délai qui est prévu. Donc le cadre, c'est ça. Vous avez un dossier volumineux, l'ordonnance de renvoi est ici, elle fait 187 pages, un petit peu plus peut-être avec les introductions. Et vous imaginez bien que derrière,
Ce sont des cartons entiers de témoignages, de documents qui vont ensuite être transmis aux juges d'assises de la Chambre africaine extraordinaire pour ce procès. On est devant un système de civil law, ce qui veut dire quoi? Vous le savez puisque vous êtes étudiant en droit, ça veut dire que les débats oraux, contradictoires, publics, vont être particulièrement importants. Donc tout va se jouer au moment du procès, dans cette phase publique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de sensibilisation, en termes de communication? Ça veut dire que pour que tout ce dossier prenne sens, pour les Tchadiens, pour les Sénégalais, pour le public dans le monde entier, pour l'Afrique, il va falloir faire voir, il va falloir montrer ces débats de la façon la plus ouverte et la plus large possible. Alors la première bonne nouvelle par rapport à ces chambres africaines extraordinaires, c'est que le statut prévoit dans son article 36 que les audiences seront filmées, seront enregistrées. Pourquoi? Pour être diffusées. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille en ce moment aux chambres africaines extraordinaires, c'est installer un dispositif qui va permettre la diffusion de ce procès pour un public large et pas seulement pour ceux qui vont pouvoir avoir la chance d'assister présentement à la cour d'assises à ce procès à Dakar. Donc ça c'est très intéressant. Et ça signifie que ces chambres africaines extraordinaires s'inscrivent directement dans la lignée des principaux tribunaux internationaux qui ont travaillé ces 20 dernières années. Vous avez sûrement entendu parler du tribunal pour le Rwanda, du tribunal pour la Yougoslavie, des tribunaux pour le Cambodge, pour la Sierra Leone, qui tous ont filmé leurs procès et les ont diffusés de façon parfois un peu variable et avec des qualités de diffusion qui peuvent être différentes, mais le plus souvent sur Internet, en tout cas, on pouvait assister en direct ou en léger différé à ces procès. Pour remonter un petit peu plus loin, on s'inscrit également dans la lignée même du procès de Nuremberg, puisqu'en 1945-46, ce procès est partiellement filmé. Il existe aujourd'hui 30 heures de bandes d'images sur le procès de Nuremberg qui servent pour la mémoire, qui servent pour l'histoire. Après Nuremberg, on a eu le procès Eichmann en 1961 à Jérusalem, qui était également filmé. Devant des juridictions nationales, puisque vous l'avez compris aussi dans l'exposé de Monsieur Djomboué, on est dans un système internationalisé, mais c'est un procès qui se passe devant les juridictions sénégalaises. Devant les juridictions nationales, il y a des exceptions à la règle qui fait que normalement les procès ne sont pas filmés et qui ont commencé à voir le jour en France en 1987 avec le procès Klaus Barbie. Et puis d'autres procès ensuite ont été filmés pour l'histoire, pour la mémoire de cette justice d'exception, parce qu'on considère qu'elle a une valeur plus importante de leçon et qu'elle a une portée universelle. En Afrique, et particulièrement quand on va au Tchad, on entend beaucoup parler du procès Bokassa, qui n'était pas filmé, mais qui était diffusé en direct à la radio, et les Tchadiens, effectivement, étaient l'oreille collée, parce qu'ils étaient frontaliers, à la radio pour suivre ce procès en direct. Ils espèrent aujourd'hui pouvoir suivre le procès à Bré un peu de la même manière. Et alors en ce moment, vous savez peut-être qu'il y a un procès qui se déroule à Djamena des anciens de la DDS, avec 21 personnes mises en cause. Et ce procès, lui aussi, est filmé.
Alors, il n'y a pas la possibilité pour quiconque de trouver des images en direct sur Internet, mais on peut dire au moins qu'il est filmé. Donc ça, c'est une règle qui a été fermement établie ces dernières années pour ce type de procès, pour ce type de tribunal. C'est le droit et sans doute le devoir de filmer les procès pour crimes internationaux. Voilà un peu le contexte dans lequel les chambres africaines s'inscrivent. Les trois enjeux principaux donc pour les CAE aujourd'hui et pour la sensibilisation, les trois défis sur lesquels on travaille d'ici à l'ouverture du procès qui est prévu dans 3 mois, sont les suivants. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu technique, bien évidemment, qui est d'installer un dispositif pour filmer dans une salle d'audience qui est prévue pour des procès d'assises classiques en droit sénégalais qui généralement ne sont pas filmés. La règle, c'est de ne pas filmer, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a cet enjeu technique, il y a un enjeu aussi de diffusion sur Internet. Ce qui est prévu, c'est de faire un webcast. Ce qui est prévu, c'est d'organiser des émissions aussi avec la télé, la radio, au Sénégal et au Tchad. Donc tout ça, on le prépare en ce moment. Le deuxième enjeu, sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, c'est un enjeu quand même important, c'est un enjeu, j'allais dire, organisationnel et éditorial. Il s'agit sur un procès dont la durée est prévue pour 7 mois, peut-être moins, de tenir en haleine les publics et de faire en sorte que, à la fois les médias et les populations concernées s'y intéressent. Alors là aussi, ça va passer par des débats publics, des émissions de radio, le plus interactif possible pour que vous, Sénégalais, et les Tchadiens puissent poser des questions, avoir des réponses, voir des images et toucher un petit peu ce procès qui se passe à distance. Il y a un enjeu évidemment mémoriel et judiciaire qui est à plus long terme de faire en sorte que vous, juristes, universitaires, au Sénégal, au Tchad, en Afrique, dans le monde, puissent connaître, débattre et potentiellement tirer des leçons de ce procès pour que ce nouveau modèle des chambres africaines extraordinaires puisse éventuellement servir au monde et puis à l'Afrique en particulier, puisque vous le comprenez que ça s'inscrit, cette histoire judiciaire s'inscrit aussi dans un cadre général de débat et de contestation de la façon dont la justice, peut-être un peu des Blancs, s'est occupée pour l'instant de juger les Africains, et la CPI est visée en premier lieu. Donc voilà pour les principaux enjeux. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Et je crois qu'on va laisser la parole au procureur. Peut-être Abdou, tu veux faire une petite introduction. À tout à l'heure pour les questions. Donc. Oui, et très bref. Merci pour cela. Merci donc Franck Petit et M. Lo, Abdou Khadr Lo. Donc, je vais introduire le procureur, Monsieur le procureur Mbaké Fall, donc, qui est actuellement procureur général près des chambres africaines extraordinaires. Mais avant d'en arriver là, vous imaginez bien qu'il a eu à occuper quelques postes qui lui valent aujourd'hui justement cette confiance. Il a débuté comme magistrat au siège, d'abord, et ensuite juge d'instruction au 6e cabinet, ensuite au siège civil, commercial et correctionnel. Il a ensuite été nommé procureur de la République de la ville de Kolda et procureur de la République de la ville de Saint-Louis. Petite parenthèse qu'il nous a rappelé entre 2003 et 2006. Ensuite, M. Fall est passé avocat général près de la Cour d'appel de Dakar. Il a servi après comme conseiller délégué à la Chambre administrative et à la Chambre criminelle de la Cour suprême, avant aujourd'hui d'occuper le poste que je viens de vous dire, procureur général près des chambres africaines
depuis le mois de janvier 2013. Il va nous entretenir du cœur même de la rencontre aujourd'hui, du débat, car Monsieur le procureur général des chambres africaines d'exception va faire le bilan de la procédure et dégager les perspectives. Président, vous avez la parole. Et de lui demander d'être mon interprète auprès du recteur et de toute la communauté universitaire pour l'accueil chaleureux qui nous a été accordé ce matin. J'associe à ces remerciements le secrétaire général, mais aussi tous les étudiants qui sont aujourd'hui présents dans cette salle. Le consortium a invité le procureur général pour venir vous entretenir du dossier communément appelé dossier Habré. Le consortium accompagne les chambres, essaie de montrer une certaine visibilité dans l'activité des chambres africaines extraordinaires. J'ai l'habitude de dire souvent dans des conférences auxquelles je suis invité qu'il suffit simplement de faire un clic sur Internet, vous mettez Hissène Habré, vous mettez Chambre africaine, vous mettez Tchad, pour avoir toute l'historique des procédures qui ont été suivies jusque-là dans cette affaire. Hugo Djombe a rappelé tout à l'heure l'historique du dossier qui, il faut le dire, fut un véritable feuilleton politico-judiciaire. Donc, Hissène Habré a quitté le pouvoir le 1er décembre 1990. En 1989, je venais de sortir de l'École nationale d'administration. Et en 1991, Hissène Habré était déjà à Dakar. Et le président du tribunal régional de Dakar avait été saisi d'une requête de l'État tchadien demandant la restitution de l'avion présidentiel. Et ça, c'était en 1991. Donc une ordonnance de référé a été rendue qui a ordonné donc, la restitution de l'avion présidentiel. C'est pour dire que à ce moment précis, je ne savais pas qu'aujourd'hui j'allais hériter de ce dossier. Donc j'ai assisté aux premières requêtes relatives à cette affaire. Donc, 1990, il a quitté le pouvoir. Un mois après, donc en 1991, il se retrouve donc à Dakar, exilé. Et c'est en 2000 que des victimes se sont présentées à Dakar pour dire que nous avons été victimes des exactions de Hissène Habré durant tout le long de son régime. 8 ans donc de pouvoir, et ils sont venus à Dakar pour déposer plainte. Le juge d'instruction a inculpé Habré de crimes contre l'humanité, de torture, d'actes de barbarie, et l'a mis sous résidence surveillée. La défense d'Habré a saisi la chambre d'accusation pour dire écoutez, vous êtes incompétent pour juger Habré parce que dans l'état actuel de votre procédure pénale, vous ne pouvez pas juger un étranger qui a commis des crimes à l'étranger sur des étrangers. Et la chambre d'accusation a annulé la procédure. Les parties civiles ont fait donc un pouvoir en cassation et le pouvoir en cassation a donc donné raison à Habré à confirmer l'arrêt de la chambre d'accusation. Et les victimes belges, ce sont les victimes tchadiennes, il y en a parmi elles des victimes de nationalité belge, ont saisi les juridictions belges. Et la Belgique a entrepris de faire une enquête. Donc il y a eu une commission rogatoire, 2 commissions même qui sont rendues au Tchad et ont fait une enquête. Et c'est au cours de cette enquête que la Belgique a décerné donc, des mandats d'arrêt contre Habré et demandé au Sénégal d'extrader Habré ou de le juger. Cela compte tenu du fait que le Sénégal donc, était parti à la Convention
de New York de 1984 contre la torture. Il disait, s'il y a une personne suspectée de torture sur votre territoire, la Convention fait obligation de la juger ou bien de l'extrader vers un autre pays signataire de cette convention qui peut juger cette personne. Donc il y a eu des tergiversations, la chambre d'accusation dit qu'on ne peut pas extrader un ancien chef d'État qui bénéficie d'une immunité, même après la cessation de ses fonctions. Donc nous, on a incompris. Alors, la Belgique, comme l'a dit Djombe, donc, a attaqué le Sénégal devant la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale a mis le Sénégal devant ses responsabilités. Il faut prévoir des conditions donc, rapides pour pouvoir juger cette affaire ou bien extrader après. Et ça s'est emballé, le Sénégal a saisi l'Union africaine, et l'Union africaine a donc mis en place un comité chargé d'examiner l'affaire et de proposer une solution. Donc la solution proposée était de créer un tribunal donc, qui puisse juger après.